Très bien. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Mon nom est Grégory Boticchio, je travaille pour SAP, je suis le Product Manager pour Webby et Semantic Layer. Si vous étiez avec nous ce matin, je vous ai présenté les nouveautés de la BI Platform dans sa version BI 4.3. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième session, nous allons continuer et nous allons avoir un focus très fort sur votre outil de reporting préféré, SAP Business Objects Web Intelligence, et les nouveautés que vous pouvez attendre dans la sémantique layer, dans la couche sémantique. En gros, c'est les nouveautés qui touchent les univers. Donc, on démarre. Il y a une partie slide, une partie démo. J'espère que tout se passera bien comme tout s'est passé bien jusqu'à présent. Alors, un petit disclaimer, cette fois-ci, je vais insister dessus parce que je pense que dans ma présentation, si je me souviens bien, je me souviens bien, je sais, j'ai une slide concernant la roadmap, juste pour vous donner un peu des perspectives sur ce que vous pouvez attendre concernant Webby et la Semantic Layer après la sortie de la BI 4.3. Et comme toujours chez SAP, tout peut tout changer. Voilà, ça c'est fait. Alors, ce message, vous l'avez entendu ce matin, je vais le répéter ici. SAP continue et s'engage à continuer à investir dans les produits on-premise, les produits on-premise que vous utilisez actuellement, et ceci inclut bien sûr la BI 4.3. Même si vous entendez beaucoup parler de SAP Analytics Cloud en ce moment, nous continuons d'investir sur Business Objects. La 4.3 en est la preuve, et ce qui arrivera par la 4.3 sera juste une autre preuve. En termes de portfolio, ces deux slides vous ont été présentés très rapidement ce matin. En fait, ça vous explique ce sur quoi SAP investit actuellement. SAP investit beaucoup sur SAP Analytics Cloud, bien sûr, pour des innovations du type Smart Insight, de la recherche en langage naturel, du Smart Predict qui vous permet d'utiliser des algorithmes prédictifs pour analyser un jeu de données que vous lui donneriez. François a fait une super démo de l'ensemble de ses capacités dans l'après-midi à 14h. Deuxième zone d'investissement, bien sûr, la SAP Business Objects BI Suite avec la 4.3 et ce qui arrivera par la suite. Mais comment la réalité est là, c'est-à-dire on peut délivrer des innovations dans SAC, mais la majorité de nos clients, du point de vue analytique, utilisent la BI Platform Business Objects. Il faut faire communiquer les deux mondes. Donc la troisième zone d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et je vais vous présenter ce que vous pouvez attendre dans ce domaine dans quelques instants. La priorité, c'est-à-dire créer des ponts entre SAP Analytics Cloud et Business Objects. Quels sont les investissements que vous utilisez aujourd'hui, que vous allez pouvoir réutiliser avec SAP Analytics Cloud? Alors ça, c'est le portfolio 2020. Si vous avez une stratégie cloud, eh bien, SAP Analytics Cloud est une très bonne solution pour cela. C'est un outil software de service qui vous propose 3 use cases. Le premier, c'est BI, le deuxième, c'est planning, et le troisième, c'est prédictif. Tout ça en un seul produit. Avec des connectivités vers des sources de données, qu'elles soient dans le cloud ou stockées on-premise chez vous, dans votre réseau corporate. Et on a deux modes de consommation de la donnée, soit en mode acquis, c'est-à-dire que la donnée transite de on-premise vers le cloud, ils sont stockés dans SAP Analytics Cloud dans HANA, soit en mode live, c'est-à-dire SAC se connecte directement à votre source de données on-premise et la donnée reste chez vous. Deuxième voie possible, vous avez une stratégie qui reste on-premise. Et dans ce cas-là, les produits sur lesquels nous continuons d'investir sont de l'ordre de 3 types. Il y a bien sûr Web Intelligence pour les requêtes ad hoc et le reporting opérationnel. Et on bouge un petit peu le use case de Webby avec la 4.3. Maintenant, nous allons pouvoir positionner Webby comme étant un outil ad hoc query, operational reporting et self-service dashboarding. Nous avons fait des ajustements nécessaires pour pouvoir le positionner dans ce use case, dans ce cas d'usage, à partir de la BI 4.3. Deuxième produit que vous pouvez utiliser si vous voulez faire des applications customisées on-premise, c'est SAP Lumira Designer. Le produit est toujours là. Soit dit en passant, si vous voulez vraiment faire des applications customisées et que vous êtes prêt à aller dans le cloud, sachez que SAP Analytics Cloud comprend un outil équivalent à Lumira Designer, mais dans le cloud, qui vous permet de faire exactement la même chose. C'est une plateforme de développement pour les développeurs qui supporte des tas de langages de scripting et qui vous permet de faire exactement la même chose. Sauf que l'environnement de développement, les capacités de
l'ensemble des capacités et des fonctionnalités de ces outils sont dans SAP Analytics Cloud. Et enfin, troisième brique, ce n'est pas un produit, ce sont les add-ons Excel, sur lesquels nous continuons d'investir. Donc, il y en a deux. Analysis for Office et Live Office. Analysis for Office pour consommer dans Excel vos sources de données OLAP et Live Office pour consommer dans Excel vos univers, UNV, UNX, mais également ce qu'on appelle des report parts, des bouts de rapport d'un document Webby, par exemple une table ou un graphique. Voilà. Donc, tous les autres produits que je n'ai pas mentionnés ne disparaissent pas, ils sont toujours là, ils sont toujours livrés avec la BI 4.3. Cependant, leur niveau d'investissement est un peu en deçà comparé à ces trois piliers pour l'on-premise. Ceci étant dit, maintenant, entrons dans le cœur du sujet, donc la Business Object BI 4.3. Donc, nous avons trois thématiques, hybride, l'expérience utilisateur et ce qu'on appelle l'enterprise readiness. Désolé pour les anglicismes. La partie hybride, c'est tout ce que nous pouvons délivrer qui concerne Webby, Webby et la couche sémantique que vous allez pouvoir réutiliser avec SAP Analytics Cloud. La deuxième partie, ce sont les nouvelles interfaces. Ce matin, je vous ai présenté les nouvelles interfaces du BI Launchpad. Et autant que Webby est concerné, la Semantic Layer dans l'Enterprise Business, j'évoquerai uniquement les innovations liées à la Semantic Layer, donc les innovations que vous pouvez attendre dans les univers. Alors, commençons par la première thématique, donc hybride. Donc, pour tout ce qui concerne l'hybride, avec la BI 4.3, nous allons délivrer ce qu'on appelle le Live Data Access 3.0 pour les univers. Alors, le Live Data Access 3.0, il faut comprendre cela que c'est un driver, hein, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas fourni directement avec la BI 4.3. C'est un driver que vous devez télécharger et installer à côté ou par exemple dans le Tomcat livré avec la BI 4.3. Donc d'abord, hein, pour être très clair, ce n'est pas fourni avec la BI 4.3, c'est un setup à côté. Qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet, si vous l'installez et le déployez, il permet de rendre visible l'ensemble de vos univers, donc des univers relationnels UNV et UNX. Il permet donc de rendre visibles vos univers et les données derrière vos univers depuis SAP Analytics Cloud. En gros, si je vais vous rappeler la démonstration de François tout à l'heure, c'est vous êtes dans SAP Analytics Cloud, vous préalablement à utiliser cette fonctionnalité, vous créez une connexion depuis SAC vers votre déploiement on-premise BOE. Vous créez un modèle en sélectionnant un univers. Donc un modèle, c'est juste une sorte d'objet qui va enregistrer quelques métadatas liés à votre univers. Donc ces métadatas sont typiquement des objets, des dimensions, des mesures, des détails, quelques prompts si vous souhaitez, des filtres. Et une fois que vous avez créé ce modèle, vous allez pouvoir, dans SAC, créer ce qu'on appelle une story. C'est l'équivalent d'un dashboard. C'est un autre nom pour désigner un dashboard sur ce modèle. Et si vous faites cela, et si vous mettez en œuvre cette connexion live via le Live Data Access pour les univers, une des propositions de valeur forte de ce connecteur, c'est que la donnée ne quitte jamais votre réseau corporate. Le premier accès entre votre browser et SAC, bien sûr, va sortir de votre réseau pour chercher du JavaScript depuis SAP Analytics Cloud et tout cela sera rapatrié dans votre browser, typiquement Chrome par exemple. Une fois que vous avez fait cela, et tous les workflows suivants qui concernent l'accès au modèle, la création de la story sur un modèle qui implique le Live Data Access et l'accès à la donnée, tout cela se passera dans votre réseau corporate. C'est-à-dire que le flux de données restera vraiment derrière votre firewall et ne quittera jamais votre réseau pour aller être stocké dans SAP Analytics Cloud. Mais vous me direz, si je veux stocker ma story, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va stocker votre story. On va stocker des métadatas dans la story, dans SAC, mais jamais on ne stockera les données de votre story dans SAP Analytics Cloud dans le cadre du Live Data Access 3.0. Alors, ce qu'on prévoit, quelques détails supplémentaires. Avec la 4.3, on prévoit de sortir le Live Data Access 3.0. Ce que j'ai oublié de dire, ce qui est important, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est déjà à votre disposition. On a la version 2.3 qui est disponible d'ores et déjà aujourd'hui et ça fonctionne très bien avec Business Objects BI 4.2. Donc, si vous voulez essayer, libre à vous, c'est disponible d'ores et déjà aujourd'hui. Ce qui arrivera avec la 4.3, c'est de la fonctionnalité supplémentaire. On travaille sur deux niveaux de fonctionnalité. C'est rendre le fonctionnel spécifique SAC compatible avec les univers via le driver Live Data Access, premièrement.
c'est ça dans ce sens. Et de l'autre côté, c'est rendre les spécificités, les fonctionnalités spécifiques aux univers compatibles avec SAC, dans l'autre sens. Donc on travaille sur ces deux modes, et à la fin on va finir par converger où le maximum de capacités qui sont disponibles dans les univers seront disponibles dans SAC, et l'ensemble des capacités d'SAC fonctionnera sur vos univers. Voilà, donc Live Data Access 2.3 disponible aujourd'hui sur les Business Objects 4.2. Vous pouvez d'ores et déjà le tester et l'installer. Avec la 4.3, on prévoit un nouveau driver en parallèle de la sortie de la 4.3, le Live Data Access 3.0, avec des améliorations cumulatives. Mais si j'insiste bien sur cette version 3.0, c'est quelque chose d'important qui va sortir en plus. Donc là, je vous ai fait le speech pour les univers. Mais avec la 4.3, on va rendre une chose supplémentaire possible. Je vous ai parlé des univers, et bien maintenant, imaginez que la même chose sera possible pour vos documents Webby. Tous vos documents Webby, quelles que soient les sources de données derrière vos documents Webby, seront visibles à partir de la 4.3 et donc consommables de la même manière par SAP Analytics Cloud. Donc comment cela va fonctionner? On introduit dans Webby un nouveau concept qui s'appelle le Webby Data Model. Je vais y revenir dessus pour vous détailler comment cela fonctionne dans quelques instants. Et une fois que vous aurez plus ou moins défini un Webby Data Model, qui est juste l'ensemble des données de votre document Webby, et si vous utilisez toujours ce Live Data Access 3.0, eh bien, de la même manière, SAP Analytics Cloud verra vos documents Webby, pourra accéder aux données stockées dans ce document Webby, et vous pourrez créer des modèles et des stories sur ce document Webby. Et de la même manière que pour les univers, vos données ne quitteront pas votre réseau corporate, tout se restera derrière votre firewall. Pourquoi faire cela? Alors, pour les univers, c'est évident, c'est de permettre à vos utilisateurs d'utiliser les fonctionnalités analytiques disponibles dans SAC sur des données, sur des informations qu'ils ont l'habitude de consommer, les univers. Maintenant, pourquoi les documents Webby? Parce que vous avez des tas de documents Webby qui ont été construits pour répondre à des tas de besoins, des tas d'usages que les utilisateurs utilisent tous les jours. Et peut-être que les utilisateurs voudraient utiliser ce document comme base pour créer une nouvelle information. Mais dans SAC, dans un premier temps. Je reviendrai encore une fois sur ce Webby Data Model dans quelques instants. Donc voilà les innovations hybrides que vous pouvez attendre avec SAC dans la BI 4.3. Donc elle concerne les univers, c'est déjà présent, c'est déjà là, hein, les UNX, les UNV. La nouveauté, c'est les documents Webby de la même manière, et ça fonctionne de la même manière que pour les UNX, les univers, pardon. Voilà. Maintenant, entrons dans la partie User Experience. Alors dans la partie User Experience, j'ai envie de vous dire, c'est la révolution. Et le premier warning que je vais vous donner là, parce que finalement, vous allez tous probablement me poser la question, mais mes utilisateurs vont être perdus. Potentiellement, oui. Cependant, nous allons vous aider dans cette phase de transition, nous allons vous aider, ce qu'on appelle dans la gestion du changement. Comment? Alors d'abord, dans cette nouvelle interface, qui sera la nouvelle interface de Webby par défaut, les nouvelles interfaces que vous avez en 4.2 disparaissent en 4.3. Donc le Webby HTML que vous connaissez, l'interface ne sera pas livrée. Le Webby Java Report Panel, il n'y a pas de Java en 4.3 avec Webby, ça disparaît. Le Webby Rich Client que vous connaissez aujourd'hui continue, c'est-à-dire on vous fournira un Webby Rich Client, mais sur la base de cette nouvelle interface, qui fait que qu'un utilisateur utilise Webby 4.3 en version web ou en version desktop, Webby Rich Client, il aura strictement la même expérience et strictement les mêmes fonctionnalités, modulo quelques spécificités pour le Webby Rich Client qui est la possibilité de travailler en mode déconnecté, de travailler en mode offline. Cela reste, c'est une spécificité du Webby Rich Client, mais mis à part cela, les deux outils, donc la version web et la version desktop, seront strictement identiques en termes de fonctionnalité. Identiques en termes de look and feel que je vois ici, que je vous montre là. Et donc, je reviens sur cette idée d'aider vos utilisateurs à faire de la gestion du changement. On prévoit, en même temps que la sortie de la 4.3, de fournir de petites vidéos qui concernent toutes les petites différences, les spécificités de la nouvelle interface que vous pourrez proposer aux utilisateurs et qui les aideront à mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et de se sentir vraiment à l'aise avec Webby 4.3.
Alors, je continue à vous expliquer un peu la nouvelle interface. D'abord, elle est en HTML5. C'est plus du HTML, c'est du HTML5. Donc, ce qui signifie que ça fonctionne sur tous les devices modernes. Donc, ça signifie qu'un laptop avec un écran tactile, ça fonctionne. J'allais vous dire une tablette du type un iPad ou une Surface Pro avec un écran tactile, ça fonctionne également. Vous pourrez jouer avec Webi avec votre doigt. Ça, c'est un point de vue technique. Le Webi sera pas arrêté fonctionnel avec ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est d'ailleurs le Webi JavaPlate et Webi HTML4 de SP7. Ça a été notre base de départ pour créer cette interface d'HTML5 et la version 4.3. Voilà. D'un point de vue changement, l'ensemble des fonctionnalités seront là. Modulo, quelques précisions que je vous apporterai à la fin de cette présentation. Mais surtout, on a changé la disposition de toutes les fonctionnalités, plus ou moins toutes, oui. Et le but était évident. On veut que Webi, d'abord, ait un look and feel moderne, soit vraiment sympa d'utilisation, soit simple d'utilisation, et surtout, on a voulu optimiser certains workflows. Donc pour cela, on a chamboulé un peu la barre de menu tout en haut. J'y reviendrai. Et on a introduit deux nouveaux panneaux très importants, sur le panneau, ce qu'on appelle le panneau de structure et le panneau de build panel, où vos utilisateurs y trouveront l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la création et à la manipulation des tables ou des graphiques dans Webi. Voilà, ce qu'on a voulu introduire, c'est vraiment une expérience de jeu grâce à ces deux panneaux, c'est-à-dire c'est test and try. Et si on fait une erreur, c'est pas grave, c'est pas important. Le but, c'est de permettre l'utilisateur de comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il peut faire, d'essayer. Comme il va certainement faire des erreurs, il comprendra tout de suite ce qu'il a essayé de faire, que c'était pas la bonne manière de faire, et puis il pourra continuer à essayer jusqu'à trouver la bonne manière de faire. Et puis c'est une manière un peu, je vais vous dire, optimale d'apprendre à utiliser une interface. Voilà. Donc le but dans l'ensemble en général était très simple pour les utilisateurs. C'était vraiment de casser le côté un peu monolithique et difficile d'utilisation de Webi, de permettre à vos utilisateurs, l'ensemble de vos utilisateurs finaux, pas seulement l'IT, vos utilisateurs finaux, ceux qui consomment les documents Webi principalement en mode consommation, en mode vue, d'être autonomes dans non seulement la consommation bien sûr, mais surtout dans la création de leurs documents Webi. Hein, on veut vraiment voir avec la 4 le self-service reporting et dashboarding pour vos utilisateurs grâce à cette nouvelle interface moderne et on l'espère simple d'utilisation. Et encore une fois, on va vous aider dans cette gestion du changement via des vidéos à disposition. Et puis j'ai oublié de mentionner l'interface, ce qu'on appelle X-Ray, qui est le module d'help. Les helpers sont intégrés dans Webi et l'utilisateur, simplement en cliquant sur le helper, on lui montrera une petite vidéo sous forme de pastille qui lui expliqueront comment faire, comment sert un graphique, à quoi sert la barre de structure, à quoi sert le panneau de construction. Voilà. Ceci étant dit, je reviens sur le Webi Data Model. Ah oui, je vais vous le dire, il n'y aura pas que des slides. Bien sûr, il n'y aura que des démos dans quelques instants. Le Webi Data Model, alors ça c'est une chose très très importante. Je vais vous expliquer que le Webi Data Model, c'est quelque chose que vous allez pouvoir définir dans un document Webi et exposer dans SAC. Alors qu'est-ce que ça veut dire créer un Webi Data Model? Alors, la base, c'est un document Webi. Un document Webi, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs requêtes. C'est plusieurs requêtes fusionnées entre elles. C'est ce qu'on appelle la sémantique business créée par vos utilisateurs. C'est-à-dire c'est les requêtes, les données que vous êtes allé chercher, que vous avez synchronisées pour répondre à certaines questions business. Donc tout cela vous donne un certain nombre de requêtes de data provider, mais surtout un certain nombre d'objets, des mesures, des dimensions et des variables ad hoc, des formules ad hoc, hein, des variables. Donc dans Webi, vous allez pouvoir, parmi l'ensemble des données contenues, parmi l'ensemble des objets contenus dans votre document Webi, vous allez pouvoir dire, eh bien, de la requête 1, j'en prends 5, de la requête 2, j'en prends 6, de la requête 7, j'en prends 7, et de la requête 4, j'en prends 8. Comme ces objets, idéalement, sont tous synchronisés, cela vous donne un jeu de données cohérent. Et c'est cela qu'on appelle le Webi Data Model. En gros, c'est l'action qui va vous permettre de sélectionner parmi, par exemple, les 30 objets ou 50 objets de votre document Webi, quels sont les objets à utiliser, quels sont les objets à proposer, quels sont les objets utiles. Vous allez faire cela, vous allez le définir et vous allez le partager
avec vos utilisateurs. Dans quel but? Premier but, ce Web Data Model, via une nouvelle manière de créer des web services, vous allez pouvoir l'exposer sous forme de web service. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est une nouvelle manière de faire de la query as a web service ou un document as a web service. C'est des fonctionnalités qui existent en 4.2, on les transporte en 4.3, mais on va un peu changer un peu les workflows, hein, soyons clairs. Première chose. Mais deuxième chose, surtout, c'est que vous allez permettre à vos utilisateurs de créer des documents Webi sur la donnée Webi. Pourquoi? De la même manière que pour le même cas d'usage pour SAC. C'est-à-dire que vous avez des tas de documents Webi en production qui représentent des tas de sources d'informations pour un cas d'usage particulier qui répondent à des questions business importantes. Et ces questions business et ces données ne sont disponibles que dans les documents Webi. Ils ne sont pas disponibles dans les univers, bien sûr, parce que sinon vous l'auriez fait dans les univers. Donc vous l'avez fait dans les documents Webi en interrogeant plusieurs sources de données, en les synchronisant et en créant des variables ad hoc. Donc ça représente une information intéressante et peut-être vos utilisateurs voudraient réutiliser cette information pour créer quelque chose de nouveau. Donc du Webi sur un Webi Data Model. Le Webi Data Model, soyons clairs, c'est juste un autre document Webi. C'est stocké dans un document Webi. Pourquoi faire cela? Alors, qu'est-ce que ça permet de faire et pourquoi faire cela? Alors, pourquoi, je vais un peu vous expliquer, mais surtout, maintenant, quelle liberté allez-vous pouvoir proposer à vos utilisateurs? Alors, vous allez pouvoir distinguer la catégorie de utilisateurs, allez, grosso modo, en deux types d'utilisateurs. Les business et les power users, ceux qui font vraiment l'acquisition de données, la fusion de différentes sources, des univers avec du Excel, des univers avec des requêtes Bex ou toute autre chose, ceux qui construisent des formules ad hoc pour répondre, pour pallier au manque d'informations fournies par la source de données originale. Donc ces personnes vont pouvoir continuer à faire cela. Généralement, une fois qu'ils ont fait ça, ils créent un document Webi. La tâche supplémentaire qu'ils vont pouvoir faire, c'est de définir ce Webi Data Model. Première chose. Deuxième chose, l'ensemble d'autres catégories d'utilisateurs, ce qu'on appelle les business users, les end users classiques. Et eux, ce que vous allez pouvoir leur proposer, c'est la nouvelle interface Webi 4.3. Ils vont pouvoir prendre en main cette interface qui, on espère, les rendra autonomes. Ils vont pouvoir aller chercher un Webi Data Model, le sélectionner et obtenir les données automatiquement dans leur nouveau rapport, sans nécessairement créer un query panel. L'étape query panel est optionnelle. Et une fois qu'ils ont récupéré les données dans leur document Webi, ils vont pouvoir créer de manière très simple, créer leur document Webi, faire leur propre analyse en toute autonomie. Chose intéressante en plus, c'est que pour tout document Webi créé sur un Webi Data Model, eh ben, on garde les choses en synchronisation. C'est-à-dire que si le business user, le power user vient faire des modifications dans le Webi Data Model, il ajoute, il retire une dimension, il ajoute, il retire une mesure, il met à jour une variable, et ben, si l'utilisateur a créé un document Webi sur ce Webi Data Model, quand il ouvrira le document Webi et qu'il pressera le bouton refresh, chose qu'il faudra faire, et bien, ces modifications, ces mises à jour effectuées dans le Webi Data Model seront également transportées et mises à jour dans le document Webi dans lequel il est utilisé. Chose importante aussi que je voulais mentionner, c'est que ce Webi Data Model, ça peut se planifier et se partager. Donc, une fois que vous avez créé un Webi Data Model, c'est un document Webi, vous pouvez dire, je veux le rafraîchir tous les matins et le mettre à disposition pour mes utilisateurs tous les matins à 8 heures, c'est possible. Donc, les utilisateurs sauront que s'ils vont chercher ce document Webi, ce Webi Data Model chaque matin pour créer quelque chose d'autre, eh bien, pour créer une nouvelle information sur la data à jour, ou s'ils ouvrent le document Webi et qu'ils cliquent sur refresh chaque matin, le document Webi se mettra à jour de la même manière parce que le Webi Data Model a été planifié et s'est mis à jour automatiquement chaque matin. Voilà le pourquoi et la raison de ce Webi Data Model avec Webi 4.3. En plus de mettre à disposition, bien sûr, le Webi Data Model pour SAP Analytics Cloud. Partie démonstration à présent. Alors, ok. Nous y allons. J'espère que ça continuera à répondre pour des performances du système comme ce matin. Donc, pas de surprise, hein, c'est le BI Launchpad en 4.3, celui que vous n'aurez pas le choix ou devrez l'utiliser puisqu'on ne fournira pas le BI Launchpad 4.2. Dans la
BI 4.3, hein, c'est votre nouveau portail. Encore une fois, ce matin, je vous invite à, si vous n'étiez pas avec nous, à réécouter l'enregistrement. Très rapidement, interface de type Fury, dans lequel l'utilisateur va pouvoir trouver la même information que dans le BI Launchpad 4.2. C'est exactement la même chose, mais présentée d'une manière plus moderne. Que voulais-je vous montrer? Première démonstration. Alors, peut-être je vais vous expliquer l'interface en mode View, c'est-à-dire ce que probablement la majorité de vos utilisateurs vont avoir. Donc, j'ouvre un document Webi que j'ai marqué comme étant un document favori. Juste question de faire un clic droit dans la liste de mes documents et de dire ajouter à mes favoris. Donc, voici un document Webi en mode View. Typiquement, et je vais vous dire maintenant classiquement, si vous avez regardé le Web Interactive Viewer que nous avons fourni à partir de la 4.2 Service Pack 4, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. En fait, c'était pour vous habituer à cette nouvelle interface de type Fury. Typiquement ici, donc, nous sommes dans le Web Viewer en 4.3. Et le viewer a exactement les mêmes capacités que le Web Interactive Viewer. En haut, vous trouvez des actions de type save, save as, undo, redo, print, export, envoyer à la BI Inbox, rafraîchir mes données, ouvrir ma barre de filtre. Alors pour ceux qui ont manqué l'épisode de Interactive Viewer en 4.2 SP4, maintenant, toutes les différentes possibilités de filtre qu'a Webi se trouvent dans une seule et unique place. C'est cette barre de filtre que vous voyez ici est unique. Donc c'est vrai pour les lignes contrôle. En 4.2, il se trouvait dans un panneau à gauche. C'est vrai pour ce qu'on appelle le mode exploration, le drill, qui se trouvait dans une barre en haut ici. Maintenant, tout est fusionné. Les concepts sont identiques, sont toujours présents, mais présentés dans cette barre unique. Voilà. Donc j'ai les inputs contrôle classiquement que nous avons modernisé également. J'ai une custom analysis, c'est ce qu'on appelle une FAT, c'est l'équivalent du drill, auquel je peux ajouter si je veux driller sur catégorie. Voilà, j'ai juste à sélectionner les objets et l'ajouter. Et display chart, c'est juste un input contrôle qui va permettre de faire un switch. J'ai des onglets. Les onglets sont de retour. Ils avaient disparu dans l'Interactive Viewer, mais ils sont de retour dans le Webi 3 Viewer. Donc ça, c'est un document Webi créé en 4.2, mais vous pourrez créer exactement le même en 4.3. Et bon, aussi un deuxième. Voilà. J'ai toujours ce qu'on appelle la Vanishing Toolbar qui apparaît quand je bouge ma souris, qui me permet de faire quelques actions rapides de zoom in, zoom out ou alter le layout en fonction de sur quoi je veux focaliser. Et bien sûr, l'ensemble des fonctionnalités que vous avez créées pour vos utilisateurs en mode view sont disponibles. Hein. C'est vrai pour les commentaires, c'est vrai pour les inputs contrôle, c'est vrai pour ce qu'on appelle les éléments liés. Quand je clique là, ça affiche autre chose. Tout cela reste bien sûr disponible. Encore une fois, passez en 4.3, vous obtiendrez des nouvelles interfaces, mais l'ensemble du fonctionnel natif que vous avez développé pour vos documents Webi reste strictement le même. Uniquement les interfaces sont nouvelles, les documents Webi restent strictement identiques. Un message important. Voilà, donc ça, c'est votre document Webi en view time. On peut continuer à naviguer. Je peux vous montrer un troisième exemple de document qui ressemble un peu à la dashboard. Voilà, pour vous donner un peu les possibilités que vous pouvez faire avec Webi. Je vais fermer ce document. Ah oui, peut-être explication. Effectivement, je suis en mode view, mais comment entrer maintenant dans la grande nouveauté de la 4.3 qui est le mode design? Et bien en cliquant sur le petit bouton edit, mais je vais pas le faire sur ce document, je vais utiliser un autre document parce que là on va entrer vraiment dans un mode création et on va partir d'un document dans lequel j'ai déjà importé quelques données pour vous dire le bien de cette démonstration. Donc c'est un document Webi avec un rapport en mode A3 dans lequel j'ai positionné quelques informations à l'eau et un titre. Nous allons entrer dans le mode Edit et là, c'est la grande nouveauté de la 4.3. C'est vraiment la nouvelle expérience de design pour vos utilisateurs et je vais prendre un peu de temps de vous expliquer ce que vous voyez à l'écran. Donc en entrant et en cliquant sur le bouton Edit, donc j'entre dans l'expérience de design. Alors, remarquez que la cinématique est exactement la même que pour Webi 4.2. On ouvre un document par défaut, je suis en view time. Pour entrer le mode design, je clique sur le bouton Edit et j'entre en mode Edit.
Alors, on a changé la barre de menu tout en haut pour y mettre les actions qu'on appelle les actions non contextuelles. Donc, par non contextuelles, ça veut dire les actions de save as, undo, redo, les actions de print, export tout, les actions accès à mes sources de données, mes data providers. Donc ici, ça m'ouvre mes différentes sources de données. Dans ce document, j'en ai trois. J'ai une base de données fashion, j'ai SQL Warehouse et j'ai un fichier Excel. Voilà, juste pour vous montrer que si vous vouliez ajouter une requête, c'est tout à fait possible. Bien sûr, si j'ajoute un univers, un document Webi, une source BW, ANA, Excel, ou Free SQL ou Texte, si j'ajoute un univers, je peux reprendre SQL Warehouse et je vais vous montrer à quoi ressemble le Query Panel finalement. Voilà. En fait, c'est une version modernisée du Query Panel, mais les capacités restent et les fonctionnalités restent strictement identiques. Tout ce que vous avez en 4.2 dans le Query Panel 4.3 reste à votre disposition, c'est strictement identique. C'est juste que les icônes des boutons ont un peu changé. Donc ça, c'est le mode preview. Ici, c'est le scope of analysis. Voilà, choisissons l'un sur l'autre. Ici, c'est pour définir des variables. Ici, c'est pour faire du combine query. Ici, ce sont les propriétés de ma requête. Et ici, c'est pouvoir le script. Bon, le script empty, donc on va ajouter quelques objets, par exemple. C'est-à-dire le SQL généré quand vous ajoutez des objets. On recommence. Ah, parce que j'ai pas sauvegardé, je pense. J'ai pas exécuté une fois. Ça doit être le cas. Parce que la requête est empty. Et c'est bon. Query specification. Bon, ça commence bien. Alors, j'ai quitté. J'espère que la démo va bien se passer. Voilà. Donc, ça, c'était le Query Panel. Et je vous ai expliqué la barre de menu. Maintenant, nous allons nous attarder sur le panneau de droite. Qui sont, parce qu'il y en a deux, qui sont les principaux panneaux avec lesquels vos utilisateurs vont interagir pour créer les documents. Alors, le premier panneau qui s'ouvre par défaut, c'est ce qu'on appelle le panneau structure, dans lequel vous trouvez deux choses. La structure de rapport, pour naviguer dans votre rapport, dans le header, dans l'entête, dans le pied de page de votre document, ou tout autre élément ajouté dans votre rapport. On va le diminuer. Et ensuite, classiquement, vous avez la liste de vos objets, classés par requête si vous souhaitez, ou par ordre alphabétique. Également, vous allez trouver l'ensemble des variables que vous pouvez créer et les variables créées qui sont valides uniquement en fonction par requête. Voilà. Deuxième panneau, c'est ce qu'on appelle le panneau de construction, le build panel. Et lui, il est entièrement nouveau. C'est dans ce panneau que vos utilisateurs vont pouvoir trouver toutes les actions relatives à la manipulation et à la construction des blocs, que ce soit une table ou un graphique. Et de ce pas, nous allons commencer par créer quelque chose de très simple dans Webi. Donc, je vais dans le menu non contextuel pour chercher un indicateur. Voilà, je vais le positionner juste ici. Mon indicateur est placé, hop, je vais peut-être faire un fit to ici, fit to read pour me donner un peu de place. Voilà, donc c'est un indicateur. Remarquez que quand j'ai un indicateur, j'ai des actions qui me sont proposées via ce qu'on appelle des actions en place, des actions in place, effacer, cacher, faire apparaître devant, faire apparaître derrière. Voilà. Si je sélectionne, bien sûr, le clic droit est à votre disposition pour interagir avec l'ensemble de vos blocs. Nous allons conserver le clic droit, il reste identique, avec peut-être une présentation des actions de manière un peu plus cohérente. Donc, je peux toujours faire le turning to, assign data, l'ordre de présentation de mes blocs versus un autre bloc, du copy, du couper, du paste, de l'effacer, du cacher, ajouter un commentaire, element thinking, ajouter, voir les données, ajouter des filtres, ajouter un palmarès ou formater mon graphique. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. C'est comment se comporte le bloc et le panneau build. Alors voilà. Je suis dans le panneau build. Et ce qu'il nous propose pour ce graphique, c'est déjà d'assigner, de lui donner une information. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller chercher une dimension dans mon bloc, une mesure de préférence parce que c'est un indicateur. Je vais prendre grosse celle, je vais pouvoir le glisser, déposer ici dans l'encart qui m'attend. Et voilà. Typiquement, maintenant, je vais le resizer. Remarquez que pour les blocs, nous avons mis des encres un peu plus visibles aux quatre coins et dans les axes des blocs pour pouvoir plus facilement redimensionner vos blocs pour vos utilisateurs. Voilà, c'est fait.
Alors, je viens de faire la première chose, donc je viens de redimensionner en utilisant les encres et je viens de faire une assignation de dimension à ce bloc. Remarquez que dans le build panel, je peux faire des actions supplémentaires. Je peux faire assigner un filtre. Il y a deux parties. Les filtres que je crée spécifiquement pour cet élément, donc cet indicateur. Et il y a des filtres que je n'ai pas créés, mais qui ont une incidence sur l'ensemble de ce bloc et potentiellement l'ensemble des blocs de cette page. Donc là, en gros, c'est des input control. Je peux faire un sort sur ce bloc et je peux faire un palmarès sur ce bloc également. Ce que nous allons faire à présent, c'est vous montrer la deuxième partie du panneau de construction, du build panel. C'est le panneau de formatting. Donc là, à chaque fois que je sélectionne un bloc, je ne verrai que les actions possibles dans le contexte de ma sélection. Donc je vais sélectionner un bloc, il nous propose que des actions autour, par exemple, afficher le titre ou le pas, le cacher. Ce que je vais faire tout simplement là, c'est juste mettre une petite couleur pour ce premier bloc. Voilà. Et c'est tout. J'ai fait un clic droit, j'ai fait un copy et j'ai continué dans la création d'un petit dashboard. J'ai fait un paste, un premier paste. Premier, deuxième, pause, coller et troisième, coller. Donc de la même manière, pour chacun de ces blocs, j'ai juste modifié l'indicateur utilisé en choisissant une autre dimension. Donc j'ai pris tout à l'heure gross sales, je vais prendre maintenant cost of sales. Voilà. De la même manière ici, je vais donner une autre couleur, on va donner, je sais pas, du vert. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais prendre un troisième bloc, je vais le déplacer un petit peu, je vais essayer de l'aligner autant que je peux de cette manière. Je vais lui donner une autre mesure également. Donc on a parti dans la partie Assign Data, les marges par exemple. Voilà. Et de la même manière, je vais ici changer la couleur, lui donner celle-ci. Voilà. Faire la même chose pour le dernier indicateur. Peut-être que pour lui, je vais lui donner les ventes nettes. Voilà, c'est déposé, les ventes nettes, c'est fait. Et je vais dans la partie formatting et de la même manière, je lui donne une couleur, n'importe laquelle. Allez, un gris léger. Et voilà, c'est fait, c'est appliqué. Donc voilà. Alors, toutes les options à disposition pour l'ensemble des charts sont bien sûr disponibles. Donc ici, vous avez par exemple la taille de ce bloc, la position relative de ce bloc, et quel est le layout que je veux donner à ce bloc. Si je veux donner un bord arrondi, c'est possible également. Voilà, ce sont des actions de formatting spécifiques aux indicateurs, mais en fait, ici, ce que vous devez retenir, c'est que dans la partie formatting du build panel, c'est contextuel, c'est l'ensemble des actions, des principales et des plus usuelles, les actions usuelles de formatting qui vous sont exposées dans le contexte de votre sélection. Alors, je continue, je vais juste insérer peut-être un graphique, s'il y a une tendance, voilà. Pour faire ce line chart, de la même manière, je vais étendre un peu sa taille, voilà. Je vais donner qu'est-ce qu'il attend. Voilà. Il me propose ce qu'il attend comme données. Hein. J'ai un axe catégorie, j'ai un axe valeur et j'ai un axe couleur, coding. Donc dans l'axe valeur, bah, je vais donner les ventes nettes. Tiens, voilà. Et dans l'axe catégorie, je vais lui donner les semaines. Voilà. Et je vais le surcharger en lui donnant les mois. Et voilà. Je vais donner les mois, calendar month. Et là. Et voici. Voilà, donc j'ai un premier graphique créé très facilement. Notez que c'est une innovation qu'on a récupérée de la K2, mais vous n'avez plus à gérer vous-même le titre de graphique qui sont générés automatiquement en fonction des objets que vous assignez dans la partie data assignation du build panel. Voilà, donc comme vous avez compris, pour créer des graphiques, ça se passe de la colonne ici, liste des objets, et le panneau feeding. C'est une première manière de faire. Et une troisième manière de faire, c'est de prendre directement les objets et de le mettre directement dans le graphique. Cela est conservé et cela est totalement possible si vous préférez. Et de la même manière, si je commence à appliquer des filtres, bah d'ailleurs j'ai appliqué un filtre ici, je vais prendre calendarier, voilà, je vais mettre un filtre sur l'année sur ce graphique.
Et je vais dire, je veux les années 2010-2011. Voilà. J'applique. Et donc, ce graphique est filtré sur les années 2010-2011. Ce graphique est spécifique à ce bloc. Et encore une fois, ce que vous voyez ici, c'est les autres filtres, autres que les filtres de bloc, qui vont avoir, si vous utilisez, qui auront une incidence sur ce graphique. Donc, c'est pour vraiment prendre connaissance de la structure de votre bloc et comment il se comporte quand vous allez l'exposer à l'utilisateur et comment l'utilisateur va l'utiliser. Et chose qu'on a aussi améliorée en 4.3, c'est intéressant, là, je viens d'ajouter un filtre sur la dimension calendrier. Et si je prends cet objet calendrier et que je le mets ici dans mon graphique également, il va se produire quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand je suis dans le mode assignation de données, eh ben, je vois immédiatement quelles sont les options d'analyse posées sur mes objets. Je n'ai pas besoin d'aller dans la partie filtre, la partie sort ou la partie ranking. Si je pose un filtre sur une dimension qui est utilisée dans mon graphique, si je pose un filtre, un tri sur un des objets qui est utilisé dans mon graphique ou un palmarès, eh bien, la petite icône va s'ajouter dans la partie data assignation et comme ainsi, en une seule vue, vous pouvez comprendre comment est construit vos graphiques, comment sont construits vos graphiques. Et de manière très intuitive. Ça s'apparaît automatiquement. Et pour ceux qui utilisaient Desktop par le passé, c'est un peu la nouvelle manière de faire du slash and dice. C'est-à-dire, je glisse, dépose mes objets dans le panneau data assignation, je crée des filtres, je crée des sortes et des rangs, je peux potentiellement ajouter des simples calculs de type somme, et ben, ils apparaîtront directement dans l'objet. L'information d'analyse apparaîtra dans l'objet et en une seule vue, vous comprendrez comment vous avez construit vos graphiques ou votre table. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Je continue. Pour le bon démo, pour la transition, j'ai enlevé ceci. On va créer une table. Donc, je vais prendre pour la table, je vais prendre ligne, contrôle, catégorie. Voici. Ensuite, je vais prendre produit, voilà. Je vais prendre cross 16 et margin, voilà. Donc là, j'ai fait une multisection dans ma liste d'objets à ma disposition. Et je vais les glisser déposer, comme je l'ai expliqué, directement dans mon canvas. Et ma table est créée automatiquement. Encore une fois, j'aurais pu faire d'une autre manière. J'aurais pu décider d'insérer une table verticale ici. Et en la sélectionnant ici comme ceci, dans la partie build, faire l'assignation des colonnes par glisser-déposer directement ici ou directement ici. Voilà. Les manières de faire qui existaient en K2 continuent à exister, c'est juste qu'en K3, on trouve plus simple pour un utilisateur novice de comprendre que s'il va dans le build panel, bah là, il attend des choses. S'il glisse, dépose depuis la liste des objets directement dans le build panel, bah, il se passe quelque chose et il voit le résultat immédiat de ses actions. C'est aussi une des valeurs de cette nouvelle interface, c'est que quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas de boîte de dialogue qui recouvre votre rapport. Toutes les actions que vous faisiez, ça se passe dans les panneaux à droite et les actions, vous les voyez immédiatement. Voilà, donc imaginons que nous avons 20 minutes de plus ou une demi-heure de plus devant nous. Et ben, ce rapport que je viens de créer, commencer à créer, et ben, vous pourrez lui donner plus ou moins ce look and feel plus ou moins avancé et de manière très aisée. Hein. C'est vraiment c'est juste une question de 20 minutes pour créer ce type de document. Alors on va basculer en mode view pour vous présenter ce que vous pouvez créer avec Webi. Oui, en 20-30 minutes. Allez, redonne-moi la main. La section qui est très longue, il prend du temps. Et voilà. Donc ça, c'est un document Webi avec des tuiles alignées. C'est une table. Ça ressemble à une table avec des sparklines, mais en fait, c'est juste des sections. Et une ligne temporelle qui est assez figée. Alors, vous direz-vous, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle de la nouvelle interface. Je vous ai indiqué que le but de la nouvelle interface, c'est de simplifier l'utilisation, de simplifier les workflows, mais à fonctionnalité identique par rapport à la 4.2 SP7. C'est vrai, mais pas que. Vous allez quand même pouvoir faire de l'innovation.
avec Webby. Et là, je vous présenter des choses un peu innovantes qui, je pense, vont vous plaire. Et là, je vais m'appuyer sur un de nos partenaires qui est avec nous et qui m'a autorisé à utiliser ces solutions. Donc, imaginons maintenant que ce rapport, vous voulez donner un petit côté plus sexy, un petit côté plus dashboarding. Alors, grâce à ces solutions de ce partenaire, je vais le nommer dans quelques instants, vous allez pouvoir faire ceci. Ouvrir ce document Webby en mode edit, le même que je viens de vous présenter. Prendre cette ligne temporelle, cet axe temporel, aller dans le mode Build Panel, l'ouvrir, si je veux bien, et faire un turn to. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Dans le panneau Build Panel, toutes les actions de transformation turn to sont au même endroit. Comme ça, vous n'avez plus à chercher. Voilà, le turn to est ici. Donc, de la même manière que je prends connaissance des objets utilisés, si je fais un turn to, dans la mesure du possible, on conserve l'assignation des axes quand vous êtes tourné, par exemple, sur la line chart en autre chose. Moi, ce que je vais faire, c'est utiliser un custom élément. Donc, j'ai mis de custom éléments, qui sont des visualisations ad hoc. Et dans ce custom élément, j'ai un chart qui s'appelle une timeline. Donc, je vais le sélectionner et je vais l'appliquer. Et voici la transformation. C'est une extension visuelle, des extensions visuelles que vous allez pouvoir utiliser en 4.3, mais pas que. Ce que je vous présente là, c'est disponible également en 4.2. Donc voici, ça ressemble au même timeline. Cependant, la grande différence, elle est là. Quand je bascule en mode édition, en mode viewing, pardon, ce graphique devient beaucoup plus dynamique. Et cela va devenir possible pour l'ensemble des graphiques de votre document Webby. Donc la timeline du tout à l'heure qui était plus ou moins statique, qui me donnait toutes les informations, eh bien, je vais pouvoir l'affiner et aller chercher ce qui, dans ma timeline, aller chercher les incohérences ou les pics pour avoir un focus plus fort dessus. Et je vais pouvoir bouger sous forme de barre cette timeline et aller chercher ce qui m'intéresse vraiment. De la même manière, je peux avoir un focus sur les 6 derniers mois ou sur un year to date si c'est possible, ou voir toutes les données d'un seul coup. Voilà. Et de la même manière, comme c'est une extension visuelle, je peux avoir un focus un peu plus fort sur ces différents les points de détail, donc les data points composant ce graphique. Donc vous voyez, là, on vous permet de faire des choses assez intéressantes, c'est-à-dire d'utiliser des extensions visuelles dans Webby. Alors maintenant, comment on a fait cela? Alors, je vais fermer ce graphique et je vais ouvrir autre chose. Ben, c'est grâce à notre partenaire, un partenaire qui s'appelle Need4Viz et qui a créé pour nous, pour vous surtout, des extensions visuelles que vous pouvez utiliser et déclarer dans votre plateforme BI 4.3, mais pas seulement, dans votre plateforme BI 4.2 également. Donc ça fonctionne dans ces deux plateformes, 4.2 et 4.3. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, ça permet de vraiment d'étendre les capacités de Webby en proposant aux utilisateurs des nouvelles capacités visuelles et des nouvelles capacités d'interaction avec votre document Webby. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un document Webby qui utilise quelques-unes des extensions visuelles de notre partenaire Need4Viz. Donc, vous avez des nouveaux types de tuiles, vous avez des alerteurs sous forme de feu tricolore. Vous avez un nouveau type de table, des tables, mais des tables avec des scroll bars. Donc, des tables où vous allez pouvoir non pas afficher toute la table qui nécessite potentiellement un mode paginé, mais toute la donnée de la table avec un ascenseur et vous allez pouvoir naviguer dans cette table en naviguant avec la scroll bar ici, voilà, avec l'ascenseur et en sélectionnant une information. On a des tags graphiques qui sont vraiment interactifs. Celui-ci, par exemple, on veut passer ma journée dessus, ma souris dessus, le vecteur, le camembert s'identifie tout de suite. Une nouvelle manière de faire du drill, de manière très intuitive. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la machine toolbar et je vais zoomer un petit peu ici dans le graphique. Un graphique de faire du drill, voilà, de manière très dynamique, de faire du back, de faire du drill très facilement. Et c'est beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, décomposé, parce que vous voyez les éléments se décomposer de manière intuitive. On a un sunburst, hein, si vous voulez faire focuser sur un élément et voir comment il a été agrégé. Voilà. On scrolle un petit peu plus. On a des graphiques qui sont plus statiques. Si c'est un stack bar, vous allez pouvoir le transformer en line bar, en un seul clic. Si vous voulez changer à la volée, sans proposer le mode design à vos utilisateurs.
Si je fais un IRA bar, c'est possible. On a un bubble chart ici qui est assez sympa parce que si vous avez un nuage avec beaucoup d'informations, ben, vous allez pouvoir faire une sélection grâce à votre souris et focuser sur ce que vous avez sélectionné. Si vous resetez le zoom, si vous voulez focuser sur une seule des bulles, ben, vous allez la chercher directement. Vous pouvez faire de l'inclusion ou l'exclusion très facilement. Dernière chose que vous permet de faire l'ensemble de ces librairies graphiques de notre partenaire, et ben, et vous allez faire ceci, des cartes, insérer des cartes Google dans votre document Webi et positionner des points de données sur cette carte. Donc de cette manière, ça reste une carte Google, donc je peux la naviguer de n'importe quelle manière, naviguer à gauche en bas. Je peux focuser sur une information. Donc là, je vais aller chercher New York. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai quitté ma carte. Aller naviguer dans New York, aller chercher un magasin. Ah, zut. Aller chercher un magasin qui provient de ma base de données fashion. Voilà, le magasin, il est là. Qu'est-ce qu'il a vendu? C'est quoi? C'est des revenus. Où est-il? Il est là. Et de manière comme dans Google, ben, à quoi ressemble mon magasin? Allez voir. Vraiment, j'ai envie de vous dire, allez entrer dans le magasin pour aller voir. Donc voilà. Donc, il faut intégrer des cartes Google euh, sur dans Webi en utilisant vos documents, vos données Webi, bien sûr. Hein, que ce soit une adresse précise, par exemple l'adresse des SAP 35 rue d'Alsace 92 300 de Wallapéré, ou toute autre adresse euh, parfaitement définie, ou des latitudes, longitudes. Voilà comment ça fonctionne. Très simple. Alors peut-être là la partie un peu plus technique. Dans la CMC, euh, excusez-moi, une erreur de typo. Dans la CMC, partie application, si vous allez chercher votre outil Web Intelligence, il y a une partie qui s'appelle Custom Éléments, donc les éléments customisables. Et ici, vous avez juste à les déclarer. Voilà, donc vous contactez le partenaire, c'est disponible dans le cloud ou ça peut être hébergé chez vous une prémisse. Et à partir du moment où vous entrez ce type d'URL, tout cela devient disponible automatiquement pour vous, pour vos designers à la création. Et donc pour vos utilisateurs en consommation. Et pour y accéder, c'est très simple, vous faites ici insérer un nouvel élément, custom élément, et vous avez l'ensemble des librairies graphiques nouvelles à votre disposition. Il s'agit pour vous à présent de les utiliser au design time de vos documents pour les rendre disponibles pour vos utilisateurs, comme je viens de vous le montrer dans cette démonstration ma foi très rapide et j'espère très instructive pour vous. Donc encore une fois, je ne veux pas vous tromper, ce que je viens de vous montrer, toute la partie custom visualisation, c'est en plus. Hein, je veux dire, c'est pas livré avec Webic 4 Pro et la Webic 4 2. Hein. Si vous êtes intéressé par ce type d'extension, allez voir notre partenaire Need4Viz. Voilà. Alors, c'est la fin de ma démo. Je crois que j'ai éclaté le compteur, mais c'est pas grave. On va continuer. On retourne dans les slides. Et je continue ma présentation. Alors, qu'est-ce qui arrive en 4.3? En plus donc de cette nouvelle interface jolie et intuitive et moderne, on va vous délivrer ce qu'on veut de faire, ce qu'on appelle de l'interactive analysis. Alors pourquoi? Toujours dans le but de rendre vos utilisateurs autonomes. Vous ne voulez pas nécessairement proposer à vos utilisateurs finaux le designer et de l'ensemble des capacités de votre designer. Pour cela, on réutilise une capacité, mais on la modernise en K3, c'est la possibilité de faire de la customisation d'interface, c'est-à-dire de dire dans le designer, cache-moi cette fonctionnalité ou montre-moi cette fonctionnalité. Donc le K3, ce sera beaucoup plus joli parce que les interfaces en HTML5 répondent plus. Et quand vous allez cacher certaines fonctionnalités ou cacher certains panneaux pour les utilisateurs, eh ben, ça apparaîtra vraiment comme si c'était un produit fini intégré. Donc typiquement, ce que ça permet de faire, c'est à vos utilisateurs, vous allez pouvoir définir une interface avec, par exemple, uniquement la possibilité de, je sais pas, faire du temps de tout. Voilà, il ouvre un document Webi, il a une table et malheureusement la table, c'est pas sa manière
Je veux dire, c'est pas son mindset pour consommer la donnée. Il voudrait transformer cette table en bar chart. Et ben, il va pouvoir prendre cette table, faire un turn to bar chart. Libre à lui, libre à vous ensuite de dire s'il est possible d'écraser le document original ou d'en faire une copie pour sa consommation personnelle. Donc, vous allez pouvoir faire ce type de choses. Et de manière très détaillée, vous allez pouvoir créer un scope. C'est-à-dire, pour ce groupe d'utilisateurs, ce dont ils ont besoin, c'est uniquement une interface avec, par exemple, au ViewTime, que du export to PDF, première possibilité, ou vous allez pouvoir créer un deuxième profil qui est utilisateur moyennement avancé pour en faire du turn-to. Donc ça donne un deuxième profil, vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs, et si vous assignez ce profil, l'interface reflètera ce profil pour ce groupe d'utilisateurs. Voilà, en gros, ça donne la liberté. Vous choisissez ce que doivent pouvoir faire en design vos utilisateurs pour les aider à être plus autonomes. Une autre chose qui arrivera par la suite, encore une fois, ce qui est listé là, malheureusement, ce ne sera pas dans la 4 GA, ça arrivera par la suite, et d'où le but de vous présenter la roadmap. C'est des trend lines, des trade charts et du zoom and pan dans les graphiques, mais également du chart in cells. Malheureusement, ce n'est pas en 4.3, ça arrivera en 4.3 SP1. Autre chose qui arrivera parallèlement à la sortie de la BI 4.3, c'est une nouvelle application mobile. La BI Mobile Application une nouvelle version arrivera après la sortie de la 4.3, pas en même temps, mais après. Et qu'est-ce qu'on vous propose? De la même manière que l'interface Webby maintenant est HTML5, ça va nous permettre de l'intégrer beaucoup plus facilement dans la BI Mobile Application. Donc, ce qui signifie que maintenant, vous n'aurez plus à faire des choix entre je design un document Webby pour telle interface. Donc, vos documents Webby que vous avez créés, ils apparaîtront tels quels dans vos devices, que ce soit une tablette, que ce soit bien sûr un laptop, modulo bien sûr l'expérience sur smartphone où là vous devrez toujours designer un document Webby pour être consommé sur ce device. Mais ce que la valeur proposition en plus qu'on vous apporte, c'est l'ensemble des graphiques seront disponibles, l'ensemble de vos documents Webby tels que vous définis se comporteront de manière identique dans une consommation device ou dans une consommation, j'allais dire, en résident dans vos laptops. Voilà, alors c'est tout pour Webby. Alors maintenant, je vais vous parler des innovations qui arrivent dans la Semantic Layer avant d'embrayer sur la roadmap et de donner quelques perspectives pour l'après. Donc dans la Semantic Layer, un des axes importants d'innovation, ça concerne les sources de données SAP. Donc pour cela, vous devez entendre les Rocketbex, mais également les sources ANA. Donc première chose que nous allons sortir dans la Semantic Layer, c'est un nouvel accès BW en mode HTTP. Donc ce que ça veut dire, c'est un accès direct au SAP BW Info Provider de type InfoCube, Multi-Provider, Advanced Data Store, Composite Provider ou Open ODSU. Donc c'est des spécificités pour les info providers. Tous ces info providers doivent être disponibles en direct access via une connexion HTTP. Et en plus, on supporte le mode multidimensionnel, donc on supporte les hiérarchies exposées dans ces types d'info providers. Donc c'est une nouvelle manière de consommer vos info providers BW. Qu'est-ce que ça apporte? L'accès multidimensionnel de la performance. Deuxième innovation, et là ça concerne ANA. Maintenant, les vues ANA peuvent être accédées en mode HTTP. Alors pour une petite histoire, en 4.2, c'était via soit des accès MDX, soit des accès SQL. Maintenant, ce sera en mode HTTP, donc du direct access au modèle ANA en mode HTTP. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça vous permet d'accéder aux vues ANA de type Analytical View ou Calculation View. On supporte bien sûr les hiérarchies exposées par ces modèles. Vous pouvez faire de la number sélection sur ces hiérarchies. C'est une chose classique, je viens de vous dire, et c'est le bare minimum que l'on peut vous proposer. On supporte bien sûr les ANA Variables et les ANA Input Parameters, l'équivalent des prompts, mais dans le monde ANA. Et vous pouvez filtrer sur les hiérarchies si vous attribuez vos mesures. Comment ça se passe? Vous créez une connexion de type HTTP dans IDT ou via la CMC, et à partir de là, vous pourrez faire un direct access en mode HTTP sur vos vues ANA. Ensuite, en plus de ce mode HTTP, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, le mode HTTP ANA, c'est, je vais vous dire, le mode c'est all inclusive. Vous avez accès à tout,
En plus, vous accédez au maximum des capacités exposées par la vue ANA. Cependant, dans certains cas, notamment quand vous faites de la consommation multidimensionnelle, c'est un impact. Qui dit multidimensionnel dit des hiérarchies. Qui dit hiérarchie dit potentiellement beaucoup de nœuds avec beaucoup de membres. Et qui dit nœuds et beaucoup de membres dit performance. Donc, vous pourrez potentiellement vous heurter à des problèmes de performance si votre hiérarchie est trop importante ou si vous êtes trop gourmand dans votre accès à votre vue ANA. Donc, dans certains cas, il peut être bon de basculer le mode HTTP en mode SQL, qui est le mode le plus rapide en consommation et en accès aux vues ANA. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose ici? Imaginons que vous commencez à créer un document Webby en direct access en mode HTTP sur vos vues ANA. Voilà, vous le créez, vous sélectionnez quelques multidimensions ou pas, et vous figez votre rapport. À un moment donné, vous voulez le rafraîchir, mais sans nécessairement devoir faire appel au mode multidimensionnel. Donc, ce que va faire l'outil en tâche de fond et de manière totalement transparente pour vous, c'est-à-dire que s'il n'est pas nécessaire d'aller chercher des informations supplémentaires dans le nœud hiérarchique, il va faire un switch automatique et totalement invisible pour vous en mode SQL. Et dans ce cas-là, vous bénéficierez de la performance. Voilà, ce qu'on appelle le Smart Refresh. C'est-à-dire la possibilité de basculer en mode HTTP où vous accédez à toutes les métadatas exposées par la vue ANA, en un mode ANA SQL Access qui est plus rapide. Voilà. Et ça se fait de manière transparente. Autre chose qu'on arrive en plus, et là ça concerne IDT, Information Designer Tool, on vous propose des extensions. Donc vous pouvez étendre votre Information Designer Tool en 4.3. C'est disponible également en 4.2 SP7. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous avez des compétences développeurs chez vous, pouvoir proposer des fonctionnalités supplémentaires natives dans IDT pour faire certaines choses. On supportera via Semantic Layer de nouvelles sources de données. Alors, il y en a deux qui sont très importantes et très demandées. On supporte Snowflake en 4.3, mais également en 4.2 SP8. On supporte Google BigQuery en 4.3. On supportera IBM DB Warehouse, des Nodo et des Big Data tels que Cloudera, HortonWorks, MapR. Pour cela, on vous fournit des drivers natifs directement avec la BI 4.3. Donc, c'était une demande très forte du marché. Ben voilà, on l'a fait. Snowflake et Google BigQuery, c'est supporté avec les univers. Ce qu'on fournit également, et là, c'est plus pour vous, toujours dans cette optique d'étendre les capacités de vos accès à vos sources de données. On expose ce qu'on appelle le connection server. Le connection server, c'est la partie technique dans la Semantic Layer qu'on utilise nous pour créer nos propres connecteurs vers nos sources de données. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a documenté, ce connection server. Donc on a exposé le modèle. Donc si vous avez un besoin pour une source de données particulière que nous ne supportons pas encore, mais vous avez un besoin urgent, bah, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Java Bean Driver pour créer votre propre connexion vers cette base de données spécifique. Cette base de données peut être on-premise ou dans le cloud. En gros, vous créez votre propre driver, et vous pourrez ainsi, en toute autonomie, créer des univers sur cette source de données que nous ne supportons pas encore. Dernière chose, dans la Semantic Layer, c'est la surcharge de ce qu'on appelle le multi-secondary credential. Donc ça peut avoir un sens, c'est-à-dire pour un utilisateur, vous allez dire il a accès à telle base de données, il a accès à telle autre source de données, etc., etc. Et quand, par exemple, si le CSO n'est pas mis en place, lors de création, lors d'une consommation d'un univers, par exemple, qui utilise des DB test, et ben, il va utiliser par défaut les informations définies dans DB test. Si par exemple, il utilise un autre univers qui utilise DB production, et ben, on utilisera les credentials de DB définis pour cet utilisateur dans DB prod à la place d'autre chose. Voilà. Alors là, j'ai dû un peu accélérer, j'étais très vite. Mais encore une fois, si vous avez des questions, on pourra les prendre à la fin ou via le Q&A ou via une session ad hoc. Alors la BI 4.3, donc que ce soit la BI plateforme ou les outils Webby, le programme bêta court toujours. On a un programme bêta étendu actuellement jusqu'à mi-avril. Si vous êtes bien intéressé pour rejoindre, une seule adresse et 3 personnes. Donc l'adresse email, c'est ça, BI 4.3 bêta
tcp.com, demandez juste à rejoindre le bêta programme ou vous nous écrivez, les personnes à l'écran ici, Rick Fenosa, Mai Schwarzing ou moi-même. Donc nous sommes en bêta. La version officielle sortira en juin 2020, donc dans quelques mois. Juin 2020. Après la sortie de la 4.3 GA General Availability, nous sortirons un premier service pack le service pack 1 en Q4 2020. Ensuite, il y aura d'autres service packs avec d'autres innovations. Nous prévoyons de supporter la BI 4.3 au minimum jusqu'en 2027. Nous n'excluons pas d'étendre au-delà de 2027 le support de la BI 4.3, de la même manière que nous n'excluons pas entre 2020 et 2027 ou plus de vous proposer une autre version mineure. Voilà, vous savez tout. Les informations qui font mal. Jusqu'à présent, ça semblait sympa, mais il y a des choses que vous devez savoir. Alors, il y a quelques fonctionnalités spécifiques à Webby que nous ne fournirons pas en 4.3 GA, mais qui seront fournies en 4.3 SP1. Ces fonctionnalités spécifiques sont au nombre de 5. ANA Online ne sera pas fourni en 4.3 GA. Les points d'extension, qui est la possibilité d'étendre par une voie programmatique les capacités de Webby 4.3, cela sera de retour en 4.3 SP1. Les éléments partagés, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à vos éléments partagés, la liste de vos éléments partagés et d'en créer de nouveaux. Cette interface n'est pas disponible en 4.3 GA, elle sera de nouveau disponible en 4.3 GA. Ce qui veut dire que si vous avez créé un document Webby utilisant des éléments partagés et que vous l'ouvrez en 4.3, et bien tout simplement, il continuera à fonctionner de manière très naturelle, de manière très simple. Voilà. La customisation d'interface. Il y a un début en 4.3 GA, ce n'est pas complet. Ça arrivera dans sa version définitive en 4.3 SP1. Dernier point, la création de web services. Alors, si vous en utilisez dans vos documents Webby, pas de souci, ils continueront à fonctionner. Si vous en avez créé et que vous les migrez de 4.2 ou de 4.1 en 4.3, ils continueront de fonctionner. Ce qui n'existera pas en 4.3 GA, c'est la possibilité d'éditer vos web services existants et la possibilité de créer des web services, de nouveaux web services à partir d'un document Webby, par exemple. Dans la version complète, donc dans l'édition et la création de web services, de nouveaux web services, arrivera en 4.3 SP1. Nous nous en excusons, nous avons dû faire des choix entre la nouvelle interface, fournir quelque chose qui soit à la fois performant, moderne et qui correspond aux besoins des utilisateurs, et mettre entre parenthèses le temps de cette longue phase de développement qui a été la release 4.3, mettre entre parenthèses quelques fonctionnalités. Voilà. Alors, la roadmap, très rapidement, ce que vous voyez en 2020, c'est plus ou moins le programme que nous avons avec la 4.3 GA. En 2021, je mens un petit peu, je viens de mentionner les quelques éléments, quelques fonctionnalités qui ne sont pas fournies en 4.3 GA, mais qui arriveront en 4.3 SP1. Et la 4.3 SP1 arrive fin 2020, donc pour vous, autant vous dire que vous l'utiliserez, allez, ne montons pas en 2021. Donc en plus de ces éléments que je viens de mentionner, encore une fois, le Webby Online, les points d'extension, les éléments partagés, la user interface customisation, les web services, on vous fournira en plus des nouveaux chart types. On vous fournira l'Interactive Analysis mode, la customisation d'interface complète et des informations supplémentaires, des améliorations en plus concernant le Webby Data Model que je vous ai pas montré dans la démo, c'est dommage. Mais peut-être que j'ai le temps après. Et après, nous prévoyons de continuer d'innover dans Webby avec quelques innovations que nous avons mentionnées ici, telles que des hiérarchies à la volée, custom, des alertings dans Webby, des alerteurs, du custom tooltip pour pouvoir vous laisser le choix de définir vos tooltips, quels qu'ils doivent présenter, mais également des templates et peut-être un nouveau mode d'intégration entre Webby et SAP Analytics Cloud. Voilà, cette slide, vous l'avez déjà vu ce matin. C'est tout ce qui est disponible, les outils, les produits disponibles en 4.3 et ceux qui ne seront pas disponibles. Typiquement, les outils à base de Flash, donc Explorer, Dashboard et les BI Widgets. Mais à part cela, tout le reste est à votre disposition. Encore une fois, j'ai eu la question tout à l'heure. Les UNV, UDT est disponible, les Unix bien sûr seront fournis. Lumira Discovery, Lumira Designer, Crystal Report, Desktop et Server
Analysis for OLAP, LiveOffice seront fournis. Et Webby, les Webby Clients, donc une version web et une version desktop, ce qu'on appelle le Webby Rich Client, qui seront strictement identiques d'un point de vue interface et d'un point de vue fonctionnel. Voilà, ce fut long, je m'excuse si on a débordé un petit peu. Vous retrouverez ici les 3 piliers qui concernent nos intentions pour l'ABI 4.3, donc l'hybride, l'expérience utilisateur, l'enterprise readiness. Et maintenant, peut-être, si Ben Smith le permet, on peut prendre quelques questions s'il y en a. J'en profite pour ouvrir le panel et je regarde en même temps que vous. Et je commence par la fin, si ça vous va. Tony, Ouais, Patrick, c'est bon? Ouais, pas de souci, c'est la dernière session, donc on peut y aller. On déborde. Ok, Il y a je pas mal m'excuse. de questions, donc je Ok. tiens à Est-ce rassurer que d'avance SP8, ouais, les personnes qui ne trouveront pas de réponse à leurs questions, on fera le follow-up après le webinaire. ok, j'essaie d'en répondre à quelques-unes. Est-ce que SP8 sera le dernier service pack d'Arcade? Non. Un SP9 est en préparation. Euh, Ces nouveaux graphiques peuvent-ils être exposés en PDF ou en Excel? Alors, bah, c'est une très bonne question. C'est une question auquel je ne sais pas répondre. C'est à Need for Vis de répondre. Voilà. Need for Vis nécessite une licence particulière? Oui, oui, bien sûr. Need for Vis, c'est pas gratuit. Je vous l'ai montré parce que ça apporte vraiment quelque chose, une touche nouvelle, une nouvelle manière d'envisager l'utilisation de Webby à la fois d'un point de vue design et à la fois d'un point de vue consommation pour les utilisateurs. En gros, là, avec ces nouveaux éléments graphiques, autant vous dire tout de suite, vous prenez Webby, vous le transformez en dashboard hautement interactif. Et donc, oui, c'est une offre supplémentaire. Si vous êtes intéressé, contactez Need4Viz, ils vous exposeront leur business model. Voilà, plusieurs fois la même question, les extensions Need4Viz est payant, oui. Nouveau graphique en 4.3, par défaut, non, pas encore. Il faudra attendre la 4.3 SP1 pour avoir des nouveautés dans les graphiques 4.3 natifs. Il y en a plusieurs sur lesquels on souhaite travailler. Des sparklines dans les tables et un nouveau mode qu'on appelle le full application pour les graphiques. C'est-à-dire vous prenez un graphique, il a beaucoup de données, vous voulez pouvoir l'étendre. Donc il y a un bouton full screen, le graphique devient full screen et à partir de là, vous avez quelques fonctionnalités supplémentaires, c'est que la possibilité d'appliquer un tri, d'appliquer un sort, d'appliquer un filtre. Oui, pourquoi pas ajouter quelques mesures ou quelques dimensions supplémentaires si vous en avez le droit. Voilà, donc pour cela, ce type d'interaction, ce type d'évolution des graphiques, il faudra attendre la 4.3 SP1. Est-ce qu'on conserve le mode pagination dans cette version pour les tableaux? Ah oui, c'est peut-être là un manquement fort de ma présentation, mais oui, si vous créez un document Webby en mode paginé, bien sûr qu'il est disponible, bien sûr que les tables en mode pagination sont conservées, bien sûr qu'on conserve la possibilité d'avoir un document Webby avec 100 pages, bien sûr, tout cela reste présent. Encore une fois, je répète mon message, basculer en 4.3, ce que vous avez, c'est des nouvelles interfaces, mais l'ensemble de vos documents Webby tels que vous avez créés, tels que vous les consommez aujourd'hui en 4.1 ou en 4.2, fonctionneront à l'identique. Dans ma démo, ce que je vous ai montré, c'est un peu le côté un peu sympa d'interaction, de création. Maintenant, Webby, on peut créer des dashboards parce qu'on souhaite positionner Webby dans ce sens. Mais Webby en mode paginé avec des tables, avec 1000 lignes, c'est toujours possible, bien sûr. Les vidéos pour accompagner les utilisateurs sont-elles disponibles? Et 0% c'est disponible. Alors, elles ne sont pas encore disponibles, elles seront disponibles via différents modules. On pense à, à l'outil l'outil CPermet qui permet de faire des cours en ligne, des modules ad hoc, premièrement. Et deuxièmement, il y a une nouvelle interface, ce qu'on appelle les helpers, les embedded helpers, les LED embarqués, voilà, dans Webby, qui s'appuiera sur ces vidéos. Donc en fait, quand vos utilisateurs, en fait, pour l'histoire complète, quand vos utilisateurs lanceront Webby 4.3 pour la première fois, euh, les aides embarquées apparaîtront, surchargeront l'interface sous forme de pastilles sur chacune des pastilles vertes, sur chacun des boutons.
C'est ça ce qu'on appelle l'aide embarquée. Et quand il cliquera sur chacune des pastilles, l'utilisateur, l'aide, lui expliquera, soit sous forme de texte, soit sous forme de vidéo, ce qu'il peut faire si effectivement, dans la réalité, il clique là. Donc en gros, c'est ça le l'aide au changement. L'aide embarquée apparaît en surcharge de l'interface sous forme de cercle vert, des pastilles. L'utilisateur, en cliquant sur cette pastille, apprendra lui-même où se trouvent ces nouvelles fonctionnalités, comment on a distribué ces boutons. Ils étaient là avant, maintenant ils étaient là avant, ils étaient en haut, maintenant ils sont dans le panneau, les panneaux à droite, etc., etc., etc. Alors, je vais continuer avec les questions. Est-ce que dans la 4.3, nous avons la notion de document template? Non, pas réellement, pas dans le sens où vous l'entendez. Cette fonctionnalité arrivera après, pas en SP1 après. Il y a des workarounds qui existent déjà en 4.1 et en 4.2. Créez un folder que vous appelez template. Dans ce folder, vous créez des documents Webby vides avec votre propre charte graphique, avec votre propre logo. Voilà. Palette de couleurs entreprise dispo en 4.3? Oui, bien sûr. C'est-à-dire des custom palettes, vous pouvez le faire. Mode affichage rapide, toujours disponible. Ce qu'on appelle le Quick Display. Oui, bien sûr, le Quick Display. Enfin, le mode. Alors, on conserve le mode Quick Display, ce qu'on appelle le mode rapide, où on conserve le mode page, c'est-à-dire les documents Webby paginés, mais on conserve également le mode structure, c'est-à-dire le document Webby avec uniquement les éléments dans votre document sans la donnée, dans un but de performance. Possibilité de personnaliser le volet, les tuiles dans la page d'accueil. Donc, je suppose que cette question est relative à quand je me log dans le BI Launchpad, est-ce que je peux personnaliser les tuiles? Oui, cela a été expliqué dans la version de ce matin. C'est possible. Quelle différence finalement entre un shared element et un Webby data model? Très bonne question. Le shared element, c'est la partie présentation avec la donnée. Quand j'importe un shared element, je récupère le graphique qui a été utilisé, donc une table ou un chart, et la donnée sur laquelle il s'appuie, donc la requête, donc l'univers derrière. En gros, c'est ça. Le Webby data model, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, c'est important pour le shared element, je récupère tout. Faut être clair. C'est si dans mon graphique j'utilise 3 dimensions, mais que ma requête s'appuie sur 10 dimensions, j'ai ces 10 dimensions. Dans le data model, l'idée est différente. C'est de dire ne récupérez pas les éléments graphiques, mais plutôt aller chercher la donnée. Dans un document Webby, je peux avoir 7 data providers synchronisés, 50 objets, mais peut-être que 10 objets sont utiles, avec 10 objets et 5 variables. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, en gros, c'est soit vous allez pouvoir être discriminant, et donc définir parmi ces 50 objets les 10-15 qui ont du sens et que vous voulez utiliser à l'utilisateur, parmi un document Webby existant, c'est une manière de faire. Ou soit, vous allez pouvoir faire une chose, prendre le projet dans l'autre sens, c'est mes utilisateurs ont besoin des données, pas nécessairement celles stockées dans un document Webby. Donc, vous allez pouvoir utiliser Webby pour aller faire du requêtage, faire de la synchronisation de données, faire du nettoyage de données et exposer la donnée clean, nettoyée, validée à vos utilisateurs via ce Webby Data Model. Ça change un peu la perspective et le mode d'utilisation de Webby. J'ai insisté sur le fait qu'on pouvait réutiliser de la donnée existante stockée dans un document Webby existant, mais rien ne vous empêche de partir de zéro, from scratch, aller chercher la donnée dont ont besoin vos utilisateurs, mais qui a besoin d'être simplifiée, nettoyée, validée. Voilà. C'est ça la grosse différence, je pense. Webby sur Webby, cela n'aurait pas comme dérive que les utilisateurs exportent tout l'univers, un shadow univers, donc non, parce que ce serait bien que là vous allez devoir mettre un peu de, comment dire ça, de la consistance et du contrôle pour éviter justement de tomber dans ce biais. L'interface design est en mode Fury, quid du mode design, là je pense que je vous l'ai présenté. Les vidéos avec de changements, je l'ai mentionné. Question un peu spécifique, fonctionnalité, le saut, rupture de section, tout est disponible en 4.3? Oui, bien sûr.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde et je pense que j'ai répondu à, à un maximum de questions. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Euh, J'aimerais vous remercier. Je pense au nom de toute l'équipe SAP, mais également surtout de toute l'équipe JBN Smith, d'avoir passé euh, cette longue journée avec nous. J'espère que vous avez pris des choses et que la BI 4.3 vous a donné envie. Encore une fois, si vous voulez nous rejoindre, on a une 4.3 étendue, bêta étendue, qui court encore actuellement. Donc, si vous voulez mettre le pied à l'étrier, eh bien, il est toujours temps. Et maintenant, encore une fois, merci et je vous dis à bientôt.